voix de l'histoire. Le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit, présenté par Paul Chauvin-Madère. Le 7 février 2023, les policiers de la 2e DPJ ont trouvé 110 000 € en liquide dans la machine à laver d'un commerce du 18e arrondissement de Paris. Provenant de la vente de crack, l'argent devait être transféré clandestinement au Sénégal via un outil financier peu connu, la hawala. Le commerçant était en fait un hawaladar, aussi appelé sarraf, c'est-à-dire un banquier ou une sorte d'agent de change. Son rôle était notamment de collecter l'argent des trafiquants et de le transférer à l'étranger, en l'occurrence au Sénégal, entre les mains du chef du réseau mafieux. Comment ? Eh bien, en faisant appel à un autre sarraf, basé lui au Sénégal. Ce second sarraf aurait alors été chargé de donner sur place les 110 000 € au chef du réseau mafieux. Il serait alors devenu créancier de son homologue français à hauteur des 110 000 €. Comment aurait-il été remboursé ? Eh bien, tout simplement en demandant le même genre de service, mais plus tard, et cette fois dans l'autre sens. Concrètement, quand notre sarraf sénégalais aurait eu besoin de transférer de l'argent du Sénégal vers la France, il lui aurait suffi de rappeler au sarraf français son ancienne dette, née de l'opération que je viens de vous décrire. Ainsi, pas de transfert électronique d'argent qui aurait pu être repéré par la police, pas de transport physique de l'argent qui aurait pu être braqué par un gang concurrent, mais seulement un système comptable de compensation de dettes et de créances. Ce système sophistiqué a été inventé à la fin de l'Antiquité par les marchands musulmans de la longue et dangereuse route de la soie, et il a un équivalent chrétien développé au Moyen-Âge et encore utilisé de nos jours pour des activités, rassurez-vous, tout à fait légales, la lettre de change. Nous parlons aujourd'hui de cet outil juridique avec Victor Le Breton-Blond, auteur d'une thèse intitulée « La lettre de change pendant la seconde modernité, 1673-1789, pratique bordelaise, réglementation et discours ». Bonjour Victor. Bonjour Paul et merci de me recevoir. Victor, vous avez soutenu cette thèse le 19 novembre 2021 à Bordeaux, une ville où vous avez fait votre droit, comme on dit, avant de travailler aux universités de Lille, puis de Bretagne Sud, où vous êtes actuellement en qualité d'enseignant-chercheur contractuel. En d'autres termes, vous vous êtes appliqué à vous une des conditions de validité de la lettre de change, à savoir la délocalisation. Mais revenons aux origines de votre thèse. Comment en êtes-vous venu à travailler sur ce sujet très technique ? Eh bien, ce sujet est venu avant tout d'une discussion avec mes directeurs de thèse, qui sont le professeur Xavier Prévost et Madame Louisa Brunori. Quand j'ai voulu faire une thèse, on m'a dirigé vers ces enseignants-chercheurs qui m'ont proposé 2 thématiques différentes, de travailler sur des contrats notariés ou de travailler sur la lettre de change. J'ai donc effectué des recherches préliminaires qui m'ont tout de suite, au regard des particularités de la lettre de change, donné envie d'approfondir cette question-là. Une question qui pourtant, de mon côté, m'a toujours effrayé, je vous l'avoue. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai invité, pour combattre mes peurs. Est-ce que vous pourriez, concrètement, nous donner un exemple de lettre de change ? Oui, tout à fait. Si l'on prend la lettre de change telle qu'elle était utilisée à l'époque médiévale, par exemple, on peut imaginer qu'un marchand de Gênes souhaite vendre des marchandises, par exemple, en foire de Lyon. Pour acquérir ces marchandises et pour les envoyer en foire, il va rendre de l'argent, il va donner de l'argent à un banquier à Gênes qui, lui, en échange, va lui remettre une lettre de change qui servira à accomplir le dit paiement de Gênes à Lyon. Si j'ai bien compris, là vous avez parlé de 2 personnages, mais en tout, la lettre de change, à l'origine, faisait intervenir 4 personnages, c'est ça, même si je crois qu'aujourd'hui il y a seulement 3 personnages. Est-ce que c'est ça ? Et qui sont-ils, ces personnages ? Alors 4, tout à fait. Nous avons des personnages avec des identités très spécifiques à cet univers. Nous avons le donneur, le tireur, le bénéficiaire et le tiré. Alors, ces différents personnages agissent en binôme. Le donneur va remettre une somme d'argent, le tireur va recevoir cette somme d'argent pour écrire la lettre de change. Il tire l'argent comme on va tirer de l'argent à un guichet. Tout à fait. Et ensuite, c'est le tiré qui va, à la réception de la lettre, remettre de l'argent au porteur ou au bénéficiaire directement. Et ce sujet de la lettre de change qui fait intervenir ainsi plusieurs personnages est complexe, m'a effrayé moi, mais pas vous, et sans doute d'autres avant vous n'ont pas été effrayés non plus. Est-ce que vous auriez à donner à nos auditeurs et auditrices quelques noms
d'historiens du droit ou de l'économie qui auraient travaillé avant vous sur ce sujet. Oui, tout à fait. Il y a eu de très très belles recherches qui ont été faites, et d'ailleurs à la fois en histoire, comme vous le soulignez, du droit et de l'économie. Du côté de l'histoire de l'économie, je pense notamment à Raymond de Rouver dans son Histoire de la lettre de change, un travail spécialisé à l'époque médiévale et au tout début de l'époque moderne, un travail très européen. En histoire du droit, nous avons l'étude d'Henri Lévy-Bruhl qui se concentre sur le cadre français à la fin de l'époque moderne, un travail qui repose davantage sur des sources juridiques, notamment de la doctrine et de la législation. Et plus récemment, je pense aussi, puisqu'il y a des sujets d'actualité qui sont autour, au travail de Francesca Trivillato, qui est historienne de l'économie à l'université de Yale et qui a travaillé sur le mythe de l'invention de la lettre de change par les Juifs au Moyen-Âge et à l'époque moderne, ou encore au travail du professeur Dave de Rucher sur l'acculturation juridique des règles de droit cambiaire entre notamment Anvers et Amsterdam. Effectivement, il y a plusieurs noms de grands historiens du droit ou des lettres récents ou plus anciens qui ont travaillé sur le sujet. Historiens que vous rappelez, il y en a d'autres, et que vous confrontez systématiquement dans votre thèse à vos sources pour, en toute modestie évidemment, les compléter, les nuancer dès que vous pouvez. On a vraiment, pour nos lecteurs et nos lectrices, avec votre thèse, pas simplement un travail pointu sur la lettre de change à Bordeaux dans une époque précise, mais aussi un état de l'art extrêmement complet que vous allez dresser. Un état de l'art complet et une période aussi quand même assez longue, un corpus aussi de sources assez long, assez important. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques catégories de sources que vous avez utilisées ? Oui, tout à fait. J'ai souhaité dans cette thèse avoir une approche assez spécifique qui était de confronter ce que l'on peut considérer grossièrement comme théorie et pratique du change. Alors, l'objectif était d'avoir une démarche interdisciplinaire et comparative entre différentes sources. Par exemple, du côté de la pratique du change, j'ai travaillé dans les archives pour récolter des actes du négoce, de la comptabilité, des correspondances, mais aussi les lettres de change en elles-mêmes. Que vous avez en grand nombre, je crois. Tout à fait, j'en ai eu 384. J'ai aussi mobilisé dans les archives, pour être complet, des arrêts des juridictions commerciales et du Parlement de Bordeaux, mais aussi diverses consultations, mémoires, lettres d'avis d'institutions comme la Chambre du commerce ou l'Intendance, donc des institutions qui sont proches du pouvoir royal de l'époque. Et en plus de cela, j'ai évidemment travaillé sur la législation royale qui se répand en matière commerciale à l'époque de mon sujet. Et la doctrine, donc c'est-à-dire les auteurs qui ont travaillé, publié des ouvrages sur la lettre de change. Et vous allez, comme vous l'avez dit, confronter ces différentes sources entre elles, notamment la doctrine et la pratique pour aller vite, ou la législation, en montrant que la doctrine a pu expliquer, critiquer, combler des lacunes de cette législation. Autrement dit, vous ne faites pas seulement une thèse d'histoire du droit des affaires, mais aussi, je trouve, une thèse d'histoire des sources du droit, de leurs rapports, et une thèse même de sociologie du droit, dans la mesure où on va voir avec votre thèse la marche concrète des affaires. Et pour continuer sur les sources, je remarque que vous constatez à plusieurs reprises que la doctrine commercialiste est lacunaire, est réactionnaire même, au sens neutre du terme, par rapport à une pratique qui va être extrêmement dynamique, créatrice. Pourquoi ? Est-ce que vous auriez une explication à ce retard, pour le dire de manière rapide, de la doctrine ? Alors c'est un phénomène assez complexe que je ne prétends pas avoir percé à jour, évidemment, mais il apparaît que la doctrine est souvent en retard sur les évolutions ou les besoins, ce qui ne veut pas dire qu'elle les ignore sur cette question-là. L'idée est qu'il est difficile pour des juristes d'appréhender ce qui se passe quotidiennement dans la vie des affaires. D'autant que le travail doctrinal est un travail qui fige l'état du droit, puisqu'il relate ce qui s'est passé à l'instant où l'ouvrage a été rédigé et publié, ce qui, je pense, fera écho aux juristes positivistes qui doivent sans cesse renouveler leurs analyses sur le droit. Il y a aussi les objectifs des ouvrages. Tous les ouvrages n'ont pas le même objectif et donc n'appréhendent pas la matière de la même façon. Je tiens toutefois à souligner que certains auteurs arrivent à quand même percevoir les inquiétudes, les besoins concrets, les tiraillements, les tensions qui peuvent exister dans la pratique à travers leur propre conception. C'est-à-dire qu'ils n'embrassent pas toujours les conceptions de la pratique, mais ils ont les leurs et arrivent quand même à comprendre la pratique. Et au fond, ces rapports très complexes entre la théorie et la pratique vont vous servir largement à construire votre plan thématique en deux parties, qui correspondent aussi à des moments différents de la lettre de change, de son élaboration à son exécution.
Dans la première partie, vous démontrez que la théorie a soutenu la pratique bordelaise quand il s'est agi d'élaborer et de faire circuler la lettre de change entre plusieurs mains dans certains buts, selon certaines formes, avec certains intermédiaires. Et dans la seconde partie, vous démontrez que la pratique a pu aussi dépasser la théorie dès lors qu'il s'est agi, pour le dire vite, d'exécuter la lettre de change, soit de manière spontanée, soit de manière contentieuse, bref, de payer la lettre de change. Eh bien, cher Victor, je vous propose de suivre justement la vie d'une lettre de change fictive, de sa naissance jusqu'à sa mort, en divisant son parcours de vie en 4 étapes, qui vont mettre aux prises des acteurs différents et constitueront les 4 moments de notre discussion. Nous partirons naturellement de l'élaboration de la lettre de change, entre le tireur et le donneur, puis nous verrons comment le tireur peut transmettre à un payeur cette lettre, payeur qu'on appelle le tiré. Ensuite, nous verrons que les choses peuvent se complexifier et que le paiement peut attendre dès lors que le tiré va passer le relais à un autre tiré. Un processus donc de spéculation, de passage de relais qui ne peut pas évidemment être indéfini. Il faut bien que quelqu'un paye au bout d'un moment, qu'on rembourse la somme initiale en quelque sorte. Il appartient alors à un nouveau personnage, le bénéficiaire qu'on appelle aussi, je crois, le porteur, de faire exécuter cette opération bon gré, mal gré. Commençons par l'élaboration contractuelle de la lettre de change entre le tireur et le donneur. Pour aider nos auditrices et nos auditeurs à incarner ces personnages, est-ce que vous pourriez nous dresser leur portrait robot sociologique? Concrètement, qui faisait des lettres de change à Bordeaux dans la seconde modernité? Alors absolument, toutes les personnes intéressées au commerce utilisaient des lettres de change et c'est bien la particularité de cet instrument à cette époque-là. On peut avoir des marchands, des négociants, donc c'est un titre assez spécifique, mais aussi des banquiers. Et de manière assez extensive, on peut trouver des officiers publics, des magistrats et diverses personnes de la nobilité utiliser des lettres de change pour diverses raisons. Et plutôt quand même pour leur activité professionnelle ou aussi pour leur vie privée, l'achat de biens de consommation? L'activité commerciale reste majoritaire, mais tant qu'il s'agit de pouvoir encaisser une créance, une lettre de change peut potentiellement être utilisée. Et parmi ces signataires de la lettre de change, j'ai cru comprendre que les femmes avaient une certaine présence. Alors, dans quelle mesure et pourquoi est-ce que ça peut être... Pourquoi leur présence est là? Pourquoi c'est étonnant aussi aux yeux des historiens? Alors c'est un sujet qui m'a intéressé puisqu'effectivement, dans mes 380 lettres de change, j'ai vu passer des femmes et plus précisément des veuves. Alors les femmes jouent un rôle important dans les maisons de commerce à l'époque, mais souvent des rôles secondaires puisqu'elles ont un traitement juridique particulier, elles ont une capacité juridique assez restreinte. Tout à fait. Quand elles sont mariées ou parfois quand elles sont célibataires, elles peuvent être soumises à l'autorité d'un ascendant, par exemple. Elles ne peuvent, par exemple, pas contracter librement ou ester en justice, donc aller devant des tribunaux seules, ce qui pose évidemment des problèmes. Le commerce s'arrange avec un statut particulier qui s'appelle le statut de marchande publique, mais la lettre de change a pu présenter des femmes non marchandes publiques en tant que signataires. Moi, je m'y suis intéressé puisque ça questionnait la nature ou non commerciale de la lettre de change, ce qui pouvait limiter ou accroître le rang des signataires. Et qu'on soit une femme ou un homme, pourquoi utilise-t-on une lettre de change à l'époque? Est-ce qu'il y a des usages? Quels sont les usages en général? Est-ce que ce sont les mêmes qu'au Moyen-Âge? Est-ce qu'il y a des différences? Alors ce sont les mêmes qu'au Moyen-Âge et plus encore. En réalité, on reprend les principales fonctions de la lettre de change et on les étend. La lettre de change depuis le Moyen-Âge est un instrument de paiement, de crédit, de spéculation et premièrement, c'est un instrument de transfert de fonds d'un lieu à un autre avec une conversion monétaire. Donc pendant l'époque moderne, la lettre de change est de plus en plus utilisée comme un substitut de monnaie fiduciaire, si on peut dire ça, même si le mot est un peu fort. C'est-à-dire qu'elle sera utilisée pour faire des avances de fonds, pour régler des dettes, pour rembourser a posteriori une personne ou tout simplement pour transférer de l'argent d'un lieu à un autre. Il y a toutefois une évolution notable, c'est-à-dire que la fonction de conversion monétaire, elle tend à s'éteindre, ce qui permet ce qu'on appelle en Angleterre les inland bills, donc les lettres qui sont tirées à l'intérieur même d'un même territoire. Et parmi les nouveautés aussi de la modernité, est-ce qu'il y en a, en dehors de ces nouveautés matérielles sur les usages de la lettre de change, est-ce qu'il y a aussi des nouveautés formelles sur la façon dont on rédige une lettre de change à cette époque par rapport au Moyen-Âge? Alors le formalisme, c'est un des éléments les plus importants de la lettre de change, c'est ce qui lui donne toutes ses particularités.
La lettre de change, elle va conserver ses principaux attributs formels et elle va parfois se diversifier. C'est-à-dire qu'elle contient différentes clauses obligatoires, des clauses de validité et des clauses accessoires qui, elles, interviennent seulement pour préciser les conditions de l'opération économique. Et évidemment, toutes ces clauses, elles vont varier dans leurs expressions selon les conditions de l'opération, tant qu'elles reflètent les exigences juridiques qui sont associées. Et est-ce que vous auriez par exemple un exemple de lettre de change à nous lire? Je peux vous lire une lettre de change qui est tirée de Hambourg sur Bordeaux. Alors nous avons ici une lettre de change, je vais la lire exactement pour qu'on se rende compte de l'organisation de l'écrit. À Hambourg, le 6 janvier 1775, pour 4000 livres tournois. À 3 usances, payées par cette première de change, à l'ordre de messieurs Hope et compagnie, la somme de 4000 livres tournois en espèces, valeur en compte, que passerait, suivant l'avis de Guillaume Clamer, le jeune et compagnie, à monsieur Gustave Antoine Engel à Bordeaux, avec 2 mentions, une mention qui indique « né variétour » et une mention qui indique « accepté ». Et on voit bien dans cet énoncé qu'il y a beaucoup de personnages qui interviennent dans la lettre de change. Et toute la spécificité, si je peux dire, de la lettre de change, c'est qu'il y a un intermédiaire, au moins un, le tiré, à qui l'on va confier la mission de rembourser le prêt, normalement à une 4e personne. Il y a donc une sorte de transfert, de transmission de la lettre de change qu'on va étudier maintenant dans la deuxième partie. On peut préciser tout de suite que cette transmission de la lettre de change est en même temps une délocalisation. Apparemment, vous avez dit qu'il n'y avait plus forcément de conversion monétaire à l'époque moderne. En revanche, la délocalisation reste-t-elle importante et si elle l'est, pourquoi est-ce qu'il y a cette délocalisation ? Alors, ça nous permet de revenir sur les différentes conditions et les différentes clauses obligatoires. Parmi ces clauses obligatoires, par exemple, on retrouve le prix, l'identité des protagonistes, la date de paiement et aussi ce que l'on appelle les lieux d'émission et de paiement et la valeur remise. En fait, ces lieux d'émission et de paiement et cette valeur vont indiquer la remise d'une somme d'argent dans un lieu et l'autre lieu où cette remise va devoir être remboursée, comme vous l'avez annoncé. Donc, on retrouve cet aspect qui est une condition de validité, un critère juridique que l'on appelle la distantia loci, qui apparaît au Moyen-Âge, qui permettait d'admettre ce que l'on peut considérer comme un prêt, alors que c'était interdit à l'époque, en raison de ce déplacement des fonds qui impliquait une conversion monétaire, ce qui n'est plus le cas à l'époque moderne. Un prêt à intérêt. À intérêt, tout à fait. C'est plus précisément ce qui était interdit par le droit canonique, si mes souvenirs sont bons. Justement, dans votre corpus, est-ce que cette condition spatiale est toujours respectée ou est-ce que ça décline petit à petit ? Alors, je n'ai jamais vu de lettre de change émise sur une ville et payable sur la même ville. Par exemple, une lettre de Bordeaux sur Bordeaux. En revanche, on voit ce que j'ai mentionné tout à l'heure, les inland bills, des lettres de change émises, par exemple, de Bordeaux sur Paris, Nantes ou encore Rennes. Donc des lettres qui restent à l'intérieur du Royaume de France. Le Parlement de Bordeaux s'est saisi de cette question à la fin du XVIIe siècle. Il a semblé admettre l'absence de remise de place en place, qui est devenu le critère déterminant. Je n'ai personnellement pas trouvé cette décision dans les archives que j'ai dépouillées. Et en réalité, il semblerait simplement qu'elle admette l'abandon de la conversion monétaire. Et si on revient aux personnes et non plus aux lieux, qui est ce tiré qui sert de partenaire commercial, d'homme de confiance au tireur ? Qui est-il ? Alors, à l'époque médiévale, c'est souvent un correspondant. Mais en réalité, ce tiré, à l'époque moderne, il va se diversifier à la mesure que la lettre de change se diversifie elle-même. Il peut s'agir d'un simple correspondant qui intervient pour soutenir un partenaire économique, mais aussi un commissionnaire qui va accepter par des avances de fonds en échange d'un intérêt, d'un bénéfice. Il peut aussi s'agir d'un banquier qui fait des avances de fonds comme payeur et qui se fera rembourser d'une autre façon, mais aussi d'un simple débiteur, du créancier-tireur, une personne avec qui le tireur a déjà eu des relations économiques et sur lequel il détient une dette. Donc ça peut être des professionnels, mais aussi des gens de la même famille, des hommes de confiance ? Alors ça peut être effectivement des gens qui vont aider en raison de la confiance de leur cercle familial ou socio-professionnel ou des personnes qui sont dédiées à cette fonction. Et je dirais même que souvent c'est les deux. Souvent des personnes qui utilisent cette fonction mais qui ont la confiance dans les différents protagonistes. Parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble, parce qu'ils font partie de la même famille, de la même peut-être même origine
géographique. Je crois que vous parlez aussi des Juifs d'origine portugaise qui avaient été expulsés et qui peut-être forment une communauté à Bordeaux aussi et qui ont des liens familiaux ailleurs. Il y a tout un côté socio-professionnel dans cette histoire du tiret. Et effectivement, il y a des groupes socio-professionnels et religieux qui se forment avec un important cosmopolitisme qui sert justement à trouver les bons tirets dans des places éloignées. Par exemple, on retrouve beaucoup des marchands chrétiens français qui ont des correspondants protestants à Amsterdam ou à Hambourg, des personnes de confiance mais qui sont eux-mêmes versés dans le commerce pour payer leurs lettres. Et cette personne qui peut être rémunérée pour cet acte, qui peut être une personne de confiance, a néanmoins un lien contractuel avec le tireur. Quelle est la relation entre le tireur et le tiré, juridiquement ? Alors cette relation, elle peut être très variable, ce qui montre la flexibilité de la situation et donc le succès de la lettre de change. Le tiré peut être le débiteur d'une précédente relation contractuelle. Il peut être aussi un partenaire sociétaire ou avoir le statut professionnel de commissionnaire, c'est-à-dire qu'il travaille sur commission. Donc c'est une sorte de mandat, il agit pour autrui en échange d'un petit bénéfice. Il peut autrement être un futur créancier. Il peut accepter de payer la lettre pour former justement une créance sur le tireur. Et en principe, ce tiré mandataire de confiance doit rembourser le prêt du donneur, qui a été fait au tireur, à une quatrième personne qu'on appelle le bénéficiaire. En pratique, cependant, il peut jouer, j'ose pas dire endosser un autre rôle, en faisant circuler la lettre de change qui va alors servir de monnaie sur laquelle on peut peut-être spéculer. Nous venons alors à notre troisième étape de notre interview et de la vie de la lettre de change. Alors j'ai pas osé employer le mot endossement parce qu'apparemment c'est justement lui qui est employé techniquement pour qualifier ce passage de relais, cette retransmission de la lettre de change. Est-ce que vous pourriez nous définir précisément ce qu'est l'endossement et nous donner un exemple ? Alors l'endossement, c'est un mode simplifié de cession de créance, d'une manière la plus schématique possible. C'est-à-dire qu'il permet aux bénéficiaires d'une lettre de change de désigner un nouveau bénéficiaire et donc de se dessaisir de la lettre. Je vais donner un exemple avec une lettre de change et son endo. On a par exemple une lettre de change comme suit, à Marseille, ce 2 octobre 1752 pour 2655 livres. Monsieur, fin mars prochain, il vous plaira payer par cette première de change à notre ordre 2655 livres, valeur en nous-mêmes, et que vous passerez suivant l'avis de Monsieur Perras et compagnie à Monsieur Antoine Fontanille, négociant à Bordeaux. Au dos de cette lettre, on peut lire « Payé à l'ordre de Monsieur Jean Bourbon, valeur en compte à Marseille, le 10 mars 1783, signé Perras et compagnie ». On voit donc que Perras et compagnie, le premier bénéficiaire, écrit au dos qu'il faudra payer à une nouvelle personne. Donc il accepte, lui, de ne plus recevoir l'argent, mais d'en faire profiter quelqu'un d'autre. Tout à fait, et souvent ce quelqu'un d'autre était en réalité le créancier du premier bénéficiaire qui du coup éteint sa propre dette. Alors que pensait la doctrine de cet emploi plus complexifié de la lettre de change ? Alors, la doctrine n'était pas totalement hostile, même si elle a reçu l'endossement de manière très tardive. L'endossement commence à se diffuser au XVIe siècle en Europe, il s'intensifie jusqu'au XVIIIe siècle. Chez les juristes français, l'endossement apparaît à la fin du XVIIe siècle, mais ne fait l'objet de véritables développements qu'au XVIIIe siècle. Pourquoi ils n'y sont pas hostiles ? Puisqu'ils vont en réalité analyser l'endossement comme une lettre de change. Et comme ils ne sont pas hostiles à la lettre de change, ils ne sont pas plus hostiles à l'endossement. Une sorte de mini-lettre de change Plutôt une nouvelle lettre de change. Et est-ce que c'est à ce niveau-là que peut intervenir la spéculation ? Est-ce que c'est ailleurs ? Comment on fait pour tirer du profit, donc spéculer au sens courant du terme de la lettre de change ? Alors sur le principe, la lettre de change, elle permet un bénéfice entre ce que l'on appelle l'argent remis, donc par le donneur, et l'argent reçu, donc payé au bénéficiaire, puisque la valeur de l'argent peut changer selon les lieux et les places. Et comme la lettre de change est faite entre deux lieux et en plus a un délai de paiement, la valeur va changer selon ce que l'on appelle les taux de change, même s'il n'y a pas de conversion monétaire. C'est là que l'endossement vient renouveler la lettre de change médiévale, puisqu'elle va permettre d'aller de place en place, chercher le meilleur bénéfice, gonfler parfois le prix de la lettre de change ou limiter les pertes. Et est-ce que c'est à ce niveau-là, ou peut-être aussi ailleurs, qu'interviennent les courtiers dont vous parlez longuement dans votre thèse ? Est-ce que vous pourriez nous dire s'ils interviennent là et qui sont ces courtiers ?
Alors ces courtiers interviennent pour l'endossement, mais aussi avant. En réalité, ce sont des intermédiaires entre des acheteurs et des vendeurs, pour faire simple. Et pour le change, ce sont des intermédiaires entre ceux qui vont offrir l'argent et ceux qui vont prendre cet argent pour des lettres de change. Ils vont donc rapprocher les donneurs et les tireurs, mais ils peuvent aussi rapprocher les tireurs et les tirés, ou encore les donneurs et les bénéficiaires. Et ces courtiers qui sont des professionnels sont, je crois, de deux sortes. Il y a des courtiers officiels, légaux, royaux, comme on disait à l'époque, et puis à côté de ça, des courtiers interlopes, officieux. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu la sociologie et le statut de chacun de ces deux groupes? Alors effectivement, le rôle de courtier est un rôle très important puisqu'il dispose d'informations privilégiées sur les marchés et finalement, ils font un peu, de manière très grossière, la pluie et le beau temps sur une place. Ils ont la maîtrise de la circulation des lettres de change. Donc c'est une profession réglementée, et pas qu'en France, dans toute l'Europe aussi. Donc nous avons des officiers royaux qui, puisqu'ils sont détenteurs d'office, doivent être chrétiens et souvent être nés dans le royaume de France. Sauf que à Bordeaux, on s'est rendu compte que ces officiers royaux n'étaient pas très compétents. En tout cas, c'est ce que les négociants disent dans mes sources. Les négociants se sont donc tournés vers d'autres intermédiaires qui avaient d'autres ressources. Et ces intermédiaires étaient souvent protestants ou issus de l'immigration portugaise juive. Des nouveaux chrétiens, comme on disait, je crois. Des nouveaux chrétiens. Les relations étaient bonnes plutôt entre ces deux types de groupes sociaux ou conflictuels? Les relations étaient assez désastreuses et c'est là qu'il était intéressant d'avoir croisé mes sources d'archives, puisque dans les archives de l'intendance de Guyenne et de la Chambre du commerce, il y avait les plaintes des négociants, des courtiers royaux, sur l'activité de ce que l'on appelait à l'époque surtout les courtiers volants, c'est-à-dire qui n'étaient pas encadrés, qui n'étaient pas maîtrisés. L'ubérisation déjà. Exactement. On leur reprochait de dérégler les marchés et d'agir dans l'ombre, et on utilisait souvent leur religion aussi pour les critiquer. L'antisémitisme était utilisé à profit à ce moment-là. Et si la lettre de change peut ainsi faire l'objet d'échanges, de spéculations, de transferts, d'endossements, elle a quand même, au bout d'un moment, vocation à être payée. C'est ce qui fait sa valeur juridique, le fait qu'on lui fait confiance. Paiement que nous allons voir maintenant et qui constitue notre dernière étape de ce parcours. Le paiement doit être effectué par le tiré au nom du tireur et auprès du porteur bénéficiaire. Pour que tout se passe bien, il faut que le tiré accepte l'opération, et le verbe accepter que j'ai utilisé ici n'est pas utilisé au hasard. C'est une notion qui va désigner l'engagement libre de payer la lettre de change. Si c'est libre, est-ce que donc on a le droit de refuser de payer? Alors l'acceptation est assez complexe puisque le tiré juridiquement est extérieur à la lettre de change. Ce n'est pas lui qui signe, ce n'est pas lui qui promet de mettre l'argent à disposition du bénéficiaire. C'est pour ça qu'on a besoin qu'il s'engage spécialement. Et l'acceptation est née à l'époque médiévale des foires et elle s'est répandue pour se formaliser souvent sur la lettre de change par une nouvelle clause, qui est une clause finalement accessoire. Elle n'est pas obligatoire à la validité du titre. Pour le refus, le tiré peut refuser une lettre de change selon des conditions assez restrictives en réalité, puisqu'il est extérieur à la lettre. On dit souvent que le tireur doit assurer le paiement. C'est lui qui s'est engagé à l'égard du bénéficiaire. Et pour ça, il doit assurer qu'il y a de l'argent à disposition entre les mains du tiré, que cet argent existe parce que le tiré est son débiteur ou parce qu'il a reçu directement du tireur. Donc si cet argent n'est pas là, le tiré peut légitimement refuser, sinon il ne peut pas. En l'absence de moyens, je ne peux pas payer quelque chose au nom Tout d'un à fait. autre. Et comment concrètement va se manifester dans les textes, dans la pratique, comment va se manifester cette acceptation ? L'acceptation dans les textes, elle est reprise notamment dans la législation royale qui concrétise finalement la pratique médiévale et qui exige une acceptation écrite, qui était plus un moyen de preuve pour plus de sécurité. Dans la pratique, cette acceptation écrite, elle se manifeste surtout sur la lettre de change, mais rien n'interdit à ce qu'elle soit exprimée ailleurs. Sur le document originel. Sur le document originel, c'est donc une clause supplémentaire qu'on vient apposer. Tout simplement, on écrit « accepter » et on retrouve ensuite la signature dessous du tiré. Mais mon travail a montré que c'était parfois trop restrictif pour les négociants qui avaient peur de s'engager si formellement, finalement, alors qu'on est déjà sur un stade moins formaliste que si on avait un véritable contrat. Finalement, les jeux de réputation, de confiance et d'honneur servaient aussi bien à accepter dans des engagements informels par lettre interposée, par correspondance. Le mot d'honneur me fait réfléchir parce qu'on utilise beaucoup le terme en matière militaire que je connais un petit peu, en matière nobiliaire évidemment, mais je crois que les historiens ont montré
que l'honneur était aussi valable pour les paysans, pour les bourgeois, dans la société de l'Ancien Régime, et donc aussi dans le commerce, où on a sa réputation à défendre. Et supposons alors que le tiré ait accepté de payer, selon les formalités que vous venez de décrire. Il devient débiteur du porteur. Mais est-ce qu'il y a des cas qui peuvent quand même légalement faire obstacle à son obligation de payer? Alors c'est assez complexe puisque à l'époque moderne, avec l'endossement, se développe un principe qui n'est pas fortement formalisé, qui est l'inopposabilité des exceptions, disant que on ne peut opposer aux bénéficiaires aucune motivation à ne pas payer qui serait issue de la relation entre le tiré et le tireur. Donc normalement, le tiré doit toujours accepter, sauf s'il y a évidemment un problème d'argent fourni. Mais une fois qu'il est accepté, il est payé. Une fois qu'il est accepté, il est formellement engagé. Imaginons quand même qu'il ne paye pas. Que doit faire alors le bénéficiaire? Il y a une procédure particulière qui s'applique, qui est la seule à pouvoir contraindre un tiré qui a accepté et qui est récalcitrant. Il s'agit de la procédure de la protestation. C'est-à-dire qu'on va protester le refus de payer auprès d'un agent assermenté, en quelque sorte, un agent public, pour pouvoir contraindre et surtout pour pouvoir mener une action en justice. Donc on va aller voir un notaire, un huissier, et avec lui, on va aller taper à la porte de celui qui est récalcitrant? Alors c'est exactement ça. On s'adresse à un notaire, un huissier avec des témoins et on se rend au domicile du tiré pour lui demander une nouvelle fois s'il accepte ou non de payer. S'il refuse, on proteste et on peut engager une action. On note en quelque sorte à l'écrit un procès-verbal du fait qu'il a refusé. Et imaginons qu'il y ait eu endossement par plein de personnes. Est-ce que l'ultime bénéficiaire peut se retourner contre n'importe qui ou est-ce qu'il est obligé d'aller seulement devant le dernier, l'avant-dernier? Alors c'est une règle qui est en construction à cette époque, donc rien n'est très très bien établi, même chez les négociants eux-mêmes. Beaucoup de personnes ne comprennent pas toujours les conséquences de l'endossement, mais l'idée c'est que le dernier porteur a un recours contre tous les précédents signataires, les précédents endosseurs, mais aussi le tireur, qui lui est toujours tenu. L'idée juridique, c'est que chaque endosseur s'engage à la bonne qualité du titre qu'il va céder, et donc doit répondre s'il y a un incident de paiement. Même s'il y a 100 personnes et que la lettre de change tourne depuis des mois et des mois, on peut quand même se retourner devant des gens qui ont peut-être oublié. Alors non seulement on peut, mais aussi chaque endosseur aura lui-même un recours contre son précédent signataire, ce qui pose beaucoup de problèmes en pratique. Et notamment, c'est là où on voit que cette évolution est pas totalement acceptée dans le Royaume de France, mais même aussi à l'étranger, puisque beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ils doivent rembourser à un signataire qu'ils n'ont jamais vu, qui ont signé la lettre des semaines, voire des mois avant. C'est vrai qu'il y a une sorte d'ambiguïté dans cette lettre, parce que ce qui fait sa force, c'est justement sa rigueur, et puis sa mobilité, et en même temps, dans la mentalité de nos ancêtres, il y a quand même l'idée que c'est un rapport personnel. Je fais confiance à telle personne, mais pas aux autres que je ne connais pas. Il y a une espèce d'ambiguïté. C'est tout à fait ça, et c'est un peu la période contradictoire dans laquelle on est. On est en pleine expansion du capitalisme commercial, des échanges presque globaux, presque mondiaux, qui impliquent de dépersonnaliser les relations. Et ça commence à se voir dans les relations juridiques, mais les marchands, les négociants sont encore très attachés à leurs relations personnelles. Et j'ai justement un exemple lié à la protestation. J'ai vu par exemple un négociant à qui on demandait en tant qu'endosseur de rembourser à l'endossataire et il lui dit « Vous me demandez un remboursement de lettre de change. Est-ce que je vous l'ai remise? Que m'avez-vous remis? Rien, puisque je ne vous ai ni vu ni écrit et que vous ne tenez pas de moi la lettre de change. » Alors sont-ils de mauvaise foi ou est-ce qu'en fait ils n'ont pas compris le mécanisme de la lettre de change? Vous n'êtes pas dans leur esprit, mais... Alors c'est assez difficile à savoir, peut-être tout simplement que la subtilité juridique est complexe à comprendre. Elle n'est pas toujours clairement exprimée dans les textes, elle n'est pas spécialement exprimée, en tout cas explicitée dans les textes des juristes, elle apparaît sensiblement très timidement dans la législation royale, tout simplement aussi parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette évolution, potentiellement. Et cet accord compte, puisque ce qu'on voit bien dans votre thèse et ce qu'on voit aussi en cours de droit des affaires en général, c'est que les commerçants ont énormément pesé sur le droit. Ils étaient juges, ils étaient lobbyistes, on pourrait dire, auprès du gouvernement royal, et donc ils avaient leur mot à dire, pas comme d'autres matières du droit. Là, vraiment, ils avaient leur mot à dire, me semble-t-il.
Oui, il jouait tout de même un rôle assez important dans le développement urbain. Alors en France, mais ça se voit peut-être plus en Allemagne ou en Hollande avec les gouvernements municipaux qui sont parfois composés de marchands et qui édictent les propres règles, voire même la propre législation urbaine locale. En France, ils jouent tout de même un rôle important. Ils sont responsables de la croissance, parfois même culturelle des villes. Bordeaux en est l'exemple assez parfait. C'était une ville qui était en sommeil jusqu'au XVIe siècle et qui renaît grâce au commerce transatlantique au XVIIe et au XVIIIe siècle. La peine pour leur trahison et leur alliance avec les Anglais, sans doute. Et si jamais, malgré ça, il n'y a pas d'accord qui est passé, on peut aller devant le juge. On peut aller devant le juge, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus opportun. Est-ce que les commerçants préféraient les modes alternatifs de règlement? Lesquels et pourquoi? Alors j'ai pu observer deux tendances. Une tendance où ils préfèrent s'écarter des tribunaux, mais aussi une tendance un peu de négociants querelleurs qui n'hésitent pas à aller devant une juridiction et à plaider leur cause. Le problème qui m'est apparu est que les juridictions sont propices au règlement des conflits économiques, alors que pourtant il existe une juridiction commerciale, la juridiction consulaire, qui est adaptée aux impératifs du négoce, puisqu'elle est rapide et, entre guillemets, gratuite. En réalité, la lettre de change, elle marque ici sa singularité, puisque même dans le cadre de la juridiction consulaire, la justice est souvent trop compliquée, trop lente, et aussi, d'un point de vue probatoire, elle n'est pas adaptée. Les preuves liées à la lettre de change sont éparpillées dans des ouvrages comptables, dans des correspondances, dans de précédents contrats, ce qui rend les choses très difficiles. Et en plus, il y a toujours une sorte d'appel possible devant le Parlement qui, lui, n'est pas spécialisé pour les causes commerciales et donc renoue avec les difficultés liées à la lenteur de la procédure. Et alors, à la place de cette justice, quels sont les procédés qu'ils utilisent ? Alors, il y en a une grande diversité qui sont perceptibles notamment dans les correspondances, où ils cherchent à s'arranger de différentes façons. Par exemple, ils cherchent un nouvel intermédiaire qui pourrait payer à la place du tireur récalcitrant, ce que l'on appelle formellement, juridiquement, l'intervention pour honneur, et qui va donner lieu à une substitution juridique du droit du créancier sur le débiteur. C'est l'appel à un ami, en quelque sorte. C'est un peu l'idée. On a aussi des mécanismes, tout simplement, d'annulation de l'opération. On refait une nouvelle lettre de change parce qu'on ne peut pas perdre de temps au regard des opérations que la lettre doit financer. Parfois, on s'arrange aussi, on remet la créance à plus tard et on continue les opérations comme si de rien n'était. Il y a du coup une très très grande diversité de situations qui dépendent des milieux socio-professionnels aussi. Parce qu'il faut toujours que la confiance soit maintenue pour la fluidité des affaires. Tout à fait, la réputation, la confiance. Si on ne paye pas, on risque sa confiance. Si on paye aussi à une personne qui n'est pas, on va dire, dans un moment de grâce, on risque aussi sa confiance, qui peut aussi pousser à ne pas payer une lettre de change. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Eh bien, merci beaucoup, cher Victor, d'avoir répondu à ces quelques questions sur la lettre de change, qui constitue, je le rappelle, le sujet de votre belle thèse intitulée « La lettre de change pendant la seconde modernité, 1673-1789, pratique bordelaise, réglementation et discours ». Une thèse que nos lecteurs ne peuvent pour l'instant malheureusement consulter, car elle n'est peut-être disponible que sur l'intranet de Bordeaux et peut-être même pas de l'Université de Bordeaux, mais est-ce qu'ils auront la chance un jour de la lire sur papier ou en ligne ? Alors, elle est en discussion pour une belle publication, je l'espère, très prochainement. Eh bien, tant mieux pour vous et pour merci encore, Victor. Merci à vous. Merci aussi au laboratoire IDPS de l'Université Sorbonne Paris-Nord pour son soutien financier, à Pierre Damet et Christopher Thébault pour leur soutien technique, et merci enfin à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast que vous pouvez réécouter sur vos plateformes préférées et diffuser sur les réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode des Lois de l'Histoire, le podcast sur l'actualité de la recherche en histoire du droit.